Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux dans ce webinaire sur investir entre les États-Unis et la France en tant que résident américain. Plein de choses à dire là-dessus. Euh, Ce webinaire est enregistré. La présentation et l'enregistrement sera envoyé à tous les participants. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez une question à me poser, vous pouvez la poser dans le Q&A. J'y répondrai. Enfin, Smara et moi, nous y répondrons à la fin du webinaire parce que je ne vais pas m'arrêter pendant le webinaire, sinon ça casse un peu le flow. Donc, vous posez vos questions. Pas la peine de les poser là tout de suite maintenant. On va parler de plein de choses. Si ça tombe, on va répondre à votre question avant que vous la posiez. Donc, attendez que je passe la section avant de poser vos questions sur la section qu'on vient de passer. Euh, Si vous voulez même pas nous écouter, etc., et prendre rendez-vous directement, pas de problème. Il y a, euh, il y a le petit QR code, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous dites, ah ouais, j'aime bien Guillaume Esmara, allez, boum, je vais prendre rendez-vous avec eux direct. On a d'autres conseillers financiers aussi, hein. Donc c'est sur qui vous tombez. Mais vous pouvez prendre rendez-vous. Vous dites, ah, ils m'ont convaincu, juste le titre du webinaire, ils m'ont convaincu, bon, on prend rendez-vous, pas de problème. Alors, un petit disclaimer pour commencer. Donc c'est important parce pour le coup, donc, pas dans tous les webinaires on va parler de performance. Dans ce webinaire, on va parler de performance. Donc les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce webinaire ne constitue pas un conseil personnalisé sur votre situation personnelle. On va être assez général, on va répondre à vos questions, etc. Mais vous allez voir que quelquefois, on va vous dire votre question, elle est super pointue. Ça dépend vraiment de votre situation. Donc, ce webinaire ne remplace pas une conversation avec nous directement ou avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe, ou avec un autre conseiller financier. Donc, attention de ne pas dire ah bah Guillaume, tu as dit ça, je l'ai fait. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais je l'ai fait et ça ne me correspondait pas, etc. Ok. Tout ça, c'est à titre informatif. Si il y a des choses que je vais dire probablement, après je dis ça dans tous les webinaires, donc je ne sais pas si ce sera le cas dans ce webinaire-là. Euh, il y a des choses qui sont basées sur notre propre expérience ou sur des informations qu'on a eues d'autres professionnels, hein, qui sont réputés fiables. Okay. Mais si je dis quelque chose entre ce que je dis, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que vous allez entendre, ce que vous allez comprendre, il peut y avoir une différence. Okay. Donc, si vous entendez quelque chose et vous dites non, attends, là, Guillaume, il a déconné, c'est possible, hein, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Ou alors, j'ai entendu dire que, etc. Vous me le dites et je clarifie les choses. Okay. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de questions stupides. Okay. N'hésitez pas. Alors, de quoi on va parler? On va présenter WeFinancial rapidement, on n'est pas là pour parler de nous. On va parler de manière générale, avant même de parler d'investissement, on va parler de la différence qu'on fait, nous, quand on travaille avec des clients, entre le contenu et le contenant. Des choses assez importantes. Les plus mauvais placements, ça, on va en parler. Je ne vais pas me faire que des amis, comme d'habitude, hein. Donc, je sais qu'on va me dire, oui, mais Guillaume, il y a ça et ça, oui, mais life insurance, etc. Je vais expliquer ça. Je vais essayer de pas trop m'animer parce que quand on parle de certains produits financiers qui sont vendus à des gens qui ne devraient pas être vendus et c'est presque criminel, ça atteint mon sens éthique fortement. Donc, des fois, je m'énerve un petit peu. Tout ça. Donc, je vais essayer de garder mon calme. On va parler des placements possibles en France, hein. Nous, on est spécialisé sur les États-Unis. Donc on va discuter des placements possibles en France. Et puis, on va voir qu'ils sont assez limités. Et donc, on va beaucoup plus parler des placements possibles aux États-Unis, hein, notamment les marchés financiers, mais pas seulement. Les placements immobiliers aussi, hein, et des placements qui sont ni immobiliers, ni sur les marchés financiers. Donc, on va parler de tout ça. Alors, tout d'abord, je vais présenter rapidement l'équipe. Donc, moi, je suis Guillaume Decave, je suis le fondateur et le PDG de WeFinancial, qui fait partie d'un groupe
le We Financial Group que j'ai créé l'année dernière, qui comprend plusieurs marques qui se destinent à différentes populations. Hein. Donc là, c'est We Financial, OUI Financial, c'est OUI Financial, c'est la marque qui se destine aux Français, mais on a des marques pour les thérapeutes, on a des marques pour différentes populations. J'ai aussi, parce que peut-être je m'ennuyais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, euh, grave erreur de ma part. Non, c'est pas une erreur, mais en tout cas, ça me prend aussi pas mal de temps. C'est une fintech qui s'appelle Blue Grasshopper, qui, en gros, transcrit n'importe quelle stratégie dans n'importe quel type de fonds. Donc, vous avez une liste de fonds, par exemple, dans votre 401k, vous avez une stratégie. Comment vous utilisez cette stratégie que vous avez trouvée sur Internet, hein, peut-être, j'en sais rien. Comment vous utilisez cette stratégie et vous la traduisez dans un 401k. C'est pas seulement pour ça, c'est pas seulement pour les 401k, c'est pour n'importe quel type de compte. Par exemple, vous avez une stratégie en fonds mutuels. Euh, comment vous la transférez dans des ETF. Ça, c'est Blue Grasshopper. Donc ça, c'est ma fintech un petit peu à côté. Je suis accompagné aujourd'hui de Smara, qui va Bonjour à tous, qui dire va se bonjour, présenter qui avec va se plaisir. présenter. Voilà, exactement. Vas-y. Depuis combien de temps Moi, je tu es suis aux conseillère. États-Unis? Et puis, quelle est Ah, ta nationalité? Parce que ça, c'est important. Je pense qu'il faut que les gens le ok. sachent. Ouais, c'est important, c'est clair. Je suis aux États-Unis depuis 13 ans. Je vis dans le New Jersey. J'ai aussi vécu dans l'Ohio. Et puis, j'ai deux nationalités depuis pas Hmm. très longtemps. Je suis helvético-américaine. Voilà. Voilà. Donc, Smara, juste Et pour mes être enfants ont clair. trois nationalités, eux. J'ai trois enfants qui ont chacun trois nationalités, français, suisse et américain. D'accord. Donc, tu n'es pas française, Smara. Qu'on Je sache ne suis bien. pas Hein, française. voilà. Bah, personne n'est parfait. Écoute. C'est pas grave, on t'en veut pas. Au moins, t'as pas trop d'accent suisse. Merci. Non pas que j'ai quelque chose contre l'accent suisse, hein. L'accent suisse, c'est très bien. Un petit Euh, accent vaudois quand même. De temps en temps, euh, ça et, ressort. et donc, dis-nous un petit peu, tu as combien d'enfants? Cinq, c'est ça? Je viens de dire trois. Mais après, il y Ouais, a mon trois. beau-père qui est souvent à la maison. On peut dire trois et demi. Ouais, quelquefois, tes enfants, ça vaut bien cinq ou six enfants. Parfois. Désolé, aujourd'hui, je suis en forme. Moi, j'ai deux enfants, deux ados, deux filles. Je ne l'ai pas dit. Et ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis, donc ça fait un moment. Smara est basé dans le New Jersey. Moi, je suis basé à San Francisco. Nous avons d'autres conseillers financiers qui ne sont pas là aujourd'hui parce que, heureusement, ils travaillent. Euh, ils sont basés. Il y en a un qui est à San Francisco et une qui est à Auckland, donc pas loin, plutôt côte ouest. Mais et puis on a d'autres employés, on est six en tout. Euh, on travaille on travaille dans une trentaine d'États. Hein. Donc peu importe qu'on soit sur la côte est, ouest, autre, on travaille dans une trentaine d'États. Là, on va parler aujourd'hui des investissements, mais c'est pas du tout, enfin, en tout cas, c'est pas uniquement ce qu'on fait. Nous, on fait aussi du planning financier. Donc, c'est tout ce qui est en dehors des investissements. Optimisation fiscale, euh, euh, debt budgeting, enfin, on va voir ça après. Très important, nous sommes fiduciaries. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit mettre votre meilleur intérêt avant d'autres. Donc, ça, c'est important. Si vous avez un conseiller financier, demandez-lui s'il est fiduciary. Ce n'est pas la majorité des cas, en général. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne vend pas de produits financiers, on ne reçoit pas de commission. Donc, nous, ce qu'on vend, c'est du service. C'est pas des produits financiers. On est uniquement payé par nos clients. Si on vous conseille, qu'on vous conseille tel type d'investissement ou tel autre, peu importe, il y a pas d'avantage pour nous particulier, parce qu'on ne reçoit pas de commission de qui que ce soit. Euh, comme je disais, on est basé à San Francisco, on travaille dans une trentaine d'États. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est presque aussi important que ce qu'on fait, des déclarations de revenus. Donc, on fait de l'optimisation fiscale, mais on ne fait pas de déclaration de revenus, ça, ce sont les comptables. Hein. Donc, pas confondre avec les conseils financiers et comptables, pas tout à fait pareil. Tout ce qui est bilan retraite. Donc, nous, on va faire des simulations retraite. Hein. On va vous aider à préparer votre retraite, mais on ne va pas faire on va pas contacter la Social Security ou la caisse des retraites
En France, il y a des boîtes et des gens qui sont spécialisés dans ça. Il y a Caroline Bonnet de Relais Retraite et il y a Nouvelle Vie Retraite. Voilà. Donc nous, on va utiliser ce qu'ils vous disent pour faire une simulation retraite. Mais on va pas s'occuper de ces choses-là. On a un webinaire retraite, cela dit. Euh, alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a. Souvent, on vient nous voir pour ce qu'il y a à gauche, hein, des portefeuilles, des investissements et des choses comme ça. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais nous, on fait tout ce qu'il y a à droite aussi, hein. Donc, optimisation fiscale, dette, éducation, assurance. Donc, on ne va pas vendre des assurances. On va vous dire quelle assurance prendre et puis on va vous envoyer chez Policy Genius, par exemple. Et, euh, et on va aussi parler de transmission du patrimoine, très important, tout ce qui est compensation, stock option, etc. On va faire tout ça. Alors pour ceux qui s'interrogent, voilà ce que j'ai décidé parce que je savais que Smara serait là, j'ai décidé d'utiliser cette tasse de café. On va tout parler aussi de l'immobilier, ce genre de choses. Alors, deux manières d'interagir avec nous. Un, on fait du planning financier. Donc 2 à 3 séances en général, c'est suffisant pour faire un plan financier. C'est 400 $ tout compris, hein. Donc quelquefois, on nous demande, oui, mais si vous passez 10 heures à travailler sur notre plan financier, est-ce qu'on va payer 4 000 $? Non. Non, hein. Qu'on passe 10 heures, 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, peu importe, on ne facture que quand on se parle. C'est 400 $ de l'heure. Et en général, en 2 ou 3 séances, on peut faire un plan financier. Il n'y a pas d'engagement. Alors, vous engagez pas sur un certain nombre de séances, il n'y a rien de tout ça, et vous ne payez qu'après chaque séance. La partie investissement, 5 000 $ plus 0,7% par an avec un maximum de 2%. Donc, si vous mettez 200 000 $ avec nous, vous n'allez pas payer 5 000 $ plus 0,7% par an, ça serait beaucoup trop. Vous allez payer un maximum de 2%, 4 000 $ par an. Ça inclut le planning financier. Donc, vous ne payez pas en plus pour le planning financier. Tout est inclus à l'intérieur. Okay. Donc, on peut gérer des portefeuilles dans vos 401k à condition qu'ils ne soient pas chez Fidelity. Voilà. S'ils sont chez Fidelity, on ne peut rien faire. S'ils ne sont pas chez Fidelity, on peut faire des choses, mais on ne peut pas les gérer directement. S'ils ne sont pas chez Fidelity, pas de problème, on peut les gérer. On fait des portefeuilles personnalisés. Donc, hors 401k, on fait des portefeuilles très personnalisés. Nos clients n'ont pas les mêmes portefeuilles. Alors, ça dépend de leur profil, ça dépend de l'argent qu'ils mettent, ça dépend au moment où ils l'ont mis, etc. Hein, donc, on n'a pas ce qu'on appelle des modèles où tous les clients qui ont tel profil, ils sont dans tel modèle. Pas tout à fait comme ça que ça se passe. Nous, c'est des choses beaucoup plus personnalisées. On va, on va pouvoir, par exemple, et ça arrive très souvent, si par exemple vous êtes chez Google ou Apple ou autre, et vous avez pas mal de stocks Apple, on va les retirer de vos portefeuilles. C'est-à-dire que quand on va investir dans des actions, on a investi dans des actions individuelles, des centaines d'actions individuelles. C'est un peu comme si on avait un fonds personnalisé pour vous. On va retirer Apple et Google pour pas que vous soyez surexposé là-dessus. Donc voilà, et on peut faire pas mal de choses. Alors, on s'amuse bien. On peut investir par rapport à vos valeurs, c'est une possibilité. Et puis, on a d'autres choses dans notre portefeuille. On a la partie action, on a la partie obligation, on a la partie alternative. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'on fait. Plein d'autres webinaires on fait. 401k, Ask Us Anything, Stock Option, on vient de le faire. Transmission de patrimoine, on vient de le faire il n'y a pas longtemps. Retraite, on a aussi un podcast. Voilà. Ah tiens, on retrouve Smara et Guillaume. On a aussi un podcast. On vient d'en enregistrer un juste avant le webinaire. Donc, on a toutes ces informations-là gratuites. Et on rentre pas mal dans le détail. Le but du jeu ici, c'est d'éduquer un maximum de gens. C'est de donner un maximum d'informations à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Alors, avant de commencer ça, je vais faire un petit survey. On va voir si ça marche parce que ça fait que la deuxième fois que je le fais. On va voir si ça fonctionne. Je vais envoyer. Voilà. J'ai envoyé un petit survey à tout le monde si vous voulez bien répondre.
Et vous pouvez répondre à plusieurs questions en même temps, hein. Je compte sur vous, là. Non, non, là, ça va pas. Je sais Guillaume, qu'il faut arrêter le pub de la personne. Oui, vas-y. pendant que c'est en train d'être rempli, tu peux me remontrer ta tasse? Voilà. I'm not perfect, but I'm French, and that's basically the same thing. Voilà. Ça, c'est ma tasse. Merci. Bon, je suis pas pour le culte de la personnalité, mais là, Mais ça te fait plaisir quand même. mais Il y a ça me plein de fait gens qui ont plaisir mis je qu'il y ait viens quand même surtout pour voir Guillaume. quand même deux Ah! personnes J'ai qui m'ont essayé mis de je viens cliquer surtout pour là-dessus, voir mais Guillaume. moi, ça m'autorise pas de. Je peux pas Ouais, voter. c'est normal. Je veux pas de Fayot ou de Fayotte. Ah, ok, on va attendre encore une minute un petit peu et puis après, ok, donc on a pas mal de je veux investir en France. J'ai déjà des investissements et je veux les optimiser. Ok, on va en parler. Diversifier, on va en parler aussi. Ah, c'est assez global. Ok, mais d'accord. Ok. Ok, très bien. Donc là, on a pas mal de je veux investir en France. Euh, et ben, vous n'allez pas être déçu du voyage. Et j'ai déjà des investissements que je veux optimiser. Donc, on regardera ça. Ok, très bien. On va parler de tout ça, c'est bien, on va répondre à vos questions. Alors, une des premières choses, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des investissements, dans quoi on investit, comment ça se passe, etc., il y a souvent une erreur qu'on voit chez nos clients qui est de dire, moi, je cherche le meilleur investissement qui me rapportera le plus. Et ils oublient de regarder leur, leur patrimoine général. Hein, donc, vous pouvez avoir un super investissement qui est dans un compte taxable, un investissement moyen qui est dans un compte non taxable, et bien l'investissement moyen, il y a des chances qu'il fasse mieux après taxe que l'investissement dans un compte taxable. Donc attention, attention à poursuivre, à essayer de poursuivre les investissements. Vous mettez votre argent dans des structures qui ne sont pas efficaces. Et quand je dis des structures, ça peut être de l'immobilier, ça peut être d'autres choses. Ça peut être des comptes taxables au lieu de comptes non taxables, etc. Donc, ce slide, il est vraiment pour vous dire, voilà ce que la base du planning financier. Il y a en gros quatre boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent. Et on va parler du contenant, et les investissements, c'est le contenu. Ce qui est dans un premier temps très important, c'est les boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent. Un fonds d'urgence, en général 6 mois de dépenses, pas 6 mois de salaire. Savings account, donc ça c'est des investissements à court terme. On va voir qu'on peut faire mieux que ça. En ce moment c'est 3%. Il y a d'autres produits qui sont intéressants et quasi sans risque, qui rapportent plus et qui sont moins taxés. Mais un fonds d'urgence, c'est de l'argent disponible, quasi sans risque. Okay, donc ça, c'est un fonds d'urgence. Ensuite, 401k, 403b, 401a, 457b, tous ces trucs-là, super, super important. Le pierre angulaire de votre patrimoine ici aux États-Unis, c'est le 401k, 403b, si vous en avez un. Si vous travaillez, vous devez avoir un 401k. Si vous êtes à votre compte, on peut vous faire un 401k, c'est un solo 401k. Tout ça, on en parle dans notre webinaire retraite. Okay, mais 401k, très très important. Et maximiser un 401k, ça ne veut pas dire mettre le match de l'entreprise. Ça veut dire mettre au minimum 24 500. 24 500 dollars dans un 401k, ça c'est important. Et ça, c'est des investissements moyens ou long terme. Ce n'est pas du court terme. C'est pour votre retraite. Roth IRA, tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Même si vous ne pensez pas être éligible, il y a des moyens de contourner ça. Tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Et vous pouvez mettre 7 500 dollars minimum dessus. C'est le maximum en quelque sorte, mais nous, ce qu'on conseille, c'est le minimum, c'est de mettre 7 500 dollars. After tax 401k, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, tout ça, on en parle dans notre webinaire pour la retraite, mais c'est un peu différent d'un Roth 401k, after tax 401k. Donc ça, c'est, on va dire, la deuxième et troisième boîte. Première boîte, c'était le fonds d'urgence. Deuxième et troisième boîte, c'est tout ce qui est retraite. Ça, c'est des comptes non taxables. Donc c'est très important. Soit vous ne payez pas d'impôts aujourd'hui, vous paierez plus tard, soit vous payez des impôts aujourd'hui, mais vous ne paierez plus jamais d'impôts dessus, que vous soyez ici en France.
Ça, c'est important. Donc, très, très important, c'est ça. Et troisième, c'est tout ce qui est compte type, brokerage, immobilier, autres investissements. Et souvent, je vois des clients qui mettent la charrue avant les bœufs un petit peu, qui disent, ah je veux faire de l'immobilier, et puis on regarde leur plan financier et ils ont quasiment rien dans leur 401k, dans leur Roth IRA. Pourquoi? C'est de l'argent non taxable. Quand on dit de l'argent non taxable, ça veut dire que c'est garanti d'avoir un retour sur. Vous économisez en taxes. Donc, si par exemple c'est en pré-taxe et que vous êtes dans la tranche d'impôt des 24%, c'est comme si vous aviez un retour sur investissement de 24% la première année. L'immobilier, il n'y a rien qui bat ça. Donc, attention à ça. Alors, maintenant, il y a les là où on va placer votre argent, et puis après, il y a, OK, dans quoi on va mettre votre argent? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et je vais commencer par les trucs qui vont plomber de notre expérience. Et encore une fois, je ne vais pas me faire des amis, mais les trucs qui vont plomber votre futur patrimoine, même si ça a l'air intéressant. Tout ce qui est cash, à part le fonds d'urgence, vous devez faire travailler votre argent. Et donc, j'ai des clients qui ont peur parce que le climat actuel, etc. Le climat actuel, un climat actuel, c'est tous les ans. Il y a toujours un truc. Là, c'est l'Iran. Avant, c'était le Venezuela. Avant ça, c'était les taux d'intérêt qui remontaient. Avant ça, il y avait le Covid. Il y a toujours, chaque année, il y a un truc. Chaque année, il y a un truc. Et donc, j'ai des gens qui attendent le bon moment pour investir et du coup, ils perdent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils se disent, ah, mince. Et donc, le moment où ils vont se dire, ah ouais, là, je ne peux plus attendre, je vais mettre mon argent, et c'est le moment où les marchés vont chuter. Ils vont se dire, mince. Donc, attention à garder trop de cash. Quelquefois, c'est un beau problème à avoir trop de cash. Mais au minimum, mettez ce cash dans un high yield savings account, et on va en parler, mais placez-le au-dessus de vos fonds d'urgence. Et le placer, ça ne veut pas dire mettre tout dans une seule action. Et ça, c'est le deuxième point. Des actions individuelles. Nous, on investit dans des actions individuelles, mais des centaines d'actions individuelles. C'est extrêmement diversifié. Juste se dire, tiens, je vais investir dans 4 actions, Amazon, Google, Apple, etc. Tout ça, c'est dans la tech. Si la tech se plante, vous perdez 50% du portefeuille. Donc des actions individuelles, à moins que vous, et j'en doute, à moins que vous regardiez les statements, que vous regardez comment ça se passe, etc., c'est pas une bonne idée. Je connais pas de clients qui qui, euh, qui regardent les statements des actions individuelles, etc. Excusez-moi, je bouge un petit peu parce que mon chien demande à sortir. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, des actions individuelles, en général, pas une bonne idée. En général, pas une bonne idée. Les fonds, c'est beaucoup mieux. Pour life insurance, c'est là où je ne me fais pas que des amis. Donc, je sais qu'il y a des sociétés qui proposent des life insurance. Une life insurance, c'est important. C'est une assurance décès déjà, c'est pas une assurance vie, c'est ça la traduction. Et c'est pas un véhicule de placement correct. C'est pas un véhicule de placement correct. Une life insurance, c'est fait pour protéger, faire la protection du patrimoine. C'est pas fait pour être placé. Ça, on dit souvent, nous les conseillers financiers indépendants, on dit souvent que les life insurance, ça enrichit les gens qui les vendent, pas les gens qui les achètent. Et donc voilà, même chose pour les annuity contracts. Alors il y a plein de raisons pour ça, mais je vais donner un exemple très rapide pour les annuity contracts. Ça a l'air bien. Tiens, je vais donner 150 000 $ d'un coup, et puis je vais recevoir 3 000 $. En général, c'est pas ça pour 150 000 $, ça sera plutôt 1 000 $ par mois pour le reste de ma vie. Mais c'est pas indexé, par exemple, Fanprint, c'est pas indexé sur l'inflation. 1 000 $ aujourd'hui, c'est 500 $ dans 25 ans ou dans 20 ans. Donc, juste ça vous fait perdre du pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat énorme. Alors qu'on peut faire la même chose avec un compte, on le met dans un compte conservateur et on vous fera, et on le fait tout le temps avec des clients, on fait des distributions tous les mois. Sauf que beaucoup moins cher, puisqu'on n'a pas les frais de la boîte d'assurance et des performances en général bien meilleures. Faut pas rêver.
hein. Quand vous achetez à un assureur, bah, il y a des frais, eux, ils se font de l'argent dessus. Et quand je vois des life insurance où les gens payent 30 000, 40 000, 50 000 dollars par an, je me dis, si ça s'était placé même dans un compte conservateur, enfin, ça ferait une énorme différence. Énorme. Alors, quand on fait et on le fait souvent pour enfin souvent, pas très souvent, mais on fait quelquefois pour des clients, ils nous envoient leur contrat de life insurance ou leurs annuity contracts. Déjà, ça fait 90 pages. Et, euh, et on les revoit, et même nous, on a du mal des fois, et c'est notre métier, hein, on a du mal des fois à comprendre, OK, comment elles fonctionnent. Et quand on fait des simulations, on fait simplement une simulation Excel, et on prend les chiffres qu'on voit dans ces contrats. Hein, on ne sort pas les chiffres de notre chapeau, on prend les chiffres des contrats, on remet les chiffres dans un fichier Excel, on simplifie les choses, on fait la différence, on est, je plaisante pas, hein, sur 20 ans ou 30 ans, on est au double ou au triple. Donc ils vont vous dire, oui, mais Guillaume, quand je reçois le death benefits de la life insurance, c'est pas imposable. C'est vrai. Mais est-ce que vous préférez être imposé, pas imposé sur 500 000 dollars ou imposé sur 1,5 million? Personnellement, je préfère être imposé sur 1,5 million. Parce que mes bénéficiaires, ils recevront 1 million. Mais c'est exactement ça. On regarde, et c'est exprès, hein, c'est construit comme ça. Les clients vont regarder que la partie euh, impôt. Ils ne vont pas regarder le coût d'opportunité. On ne va pas se dire, tiens, ouais, 1,5 million imposable, c'est plus haut que 500 000 non imposables. Pourtant, c'est le cas. Donc voilà, tout ce qui est hedge fund, etc., en général, on évite. Mais ça, je le vois assez rarement. Leverage ETF, donc ça, c'est des fonds à effet de levier. Pareil, en général, on évite. Tout ce qui est options, futures, structure notes, ça aussi, j'en vois. Alors, options futures, j'en vois assez peu. Structure notes, j'en vois pas mal. 3% de frais en général. Et puis, ils ne sont pas idiots non plus. Hein, ils vont prendre 3 index. En général, c'est ce que je vois. C'est bloqué pendant 3 ans. On prend 3 index. Small cap, mid cap, large cap. Et vous allez recevoir l'index qui a fait le moins de performance sur les 3 ans. En général, les small cap. Et donc, j'ai les large caps ces 3 dernières années qui ont fait 20% par an. Les small caps, elles ont fait 5 ou 6%. Et j'ai des clients qui sont surpris quand leur structure notes arrive à échéance. Ils disent, ah bah, comment ça se fait que j'ai pas fait aussi bien que les marchés? Bah ouais, parce qu'ils prennent l'index le mieux. Alors, on peut faire, si la question c'est de protéger à la baisse, on peut faire la même chose avec 2 ETF, 2 fonds. Un fonds à la baisse, un fonds à la hausse. On met un pourcentage. Vous avez exactement la même chose qu'une structure note. C'est moins cher, c'est plus liquide. Vous pouvez récupérer quand vous voulez. C'est pas bloqué. Donc, structure notes, en général, à éviter. J'en ai une fois ou deux vues des intéressantes, mais c'est vraiment très rare. Très, très rare. Donc, attention à ce que vous faites. L'appareil complexe, produit complexe, à éviter. Hein. Et après, on va discuter n'importe quel placement en France, ça va pas être intéressant. Même l'immobilier, et Smara pourra en parler d'expérience, même l'immobilier, c'est en général pas intéressant. Mais ça dépend des cas. Mais les placements en France hors immobilier, il n'y en a pas, d'intéressant. Parce que n'importe quel, même des assurances vie en France, alors ça, j'en vois des tas, taxé à 37% aux États-Unis sur les plus-values latentes. Parce que c'est considéré comme des PFIC, Passive Foreign Income Corporation. Donc, très, très mauvais d'avoir des assurances vie en France. On en voit tout le temps. C'est intéressant quand on est résident français et pas américain. Pas du tout intéressant à partir du moment où on est résident américain. Des assurances vie en France à éviter. On en parle justement, très bonne transition, Guillaume, bravo. Placement en France. Donc, assurance vie, comme je le disais, taxé à 37% sur les plus-values latentes. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Vous avez 10 000 10 000 euros dans une assurance vie au début de l'année. Vous avez 11 000 euros à la fin de l'année, donc vous avez gagné 1 000 euros. Vous n'avez rien vendu, il ne s'est rien passé. C'est 1 000 euros taxés à 37% aux États-Unis. Si c'est dans un fonds type multi-support, unité de compte, etc. Si c'est dans un fonds en euros, les intérêts sont taxés comme income. Donc là, il n'y a pas ces 37%, mais par contre, les retours, c'est 2%, 3%. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, mais encore une fois, ça dépend des cas, mais dans la très grande majorité des cas, si vous n'êtes pas de nationalité américaine, on va vous dire diminuez votre assurance vie. La fermez pas parce que ça peut toujours être utile,
mais diminuez-la pour avoir le moins possible en France dans une assurance vie. Si vous êtes, américain, là, fermez l'assurance vie parce que si vous retournez en France, vous aurez le même problème en tant qu'Américain en termes de déclaration. Donc déjà, les retours ne sont pas géniaux dans une assurance vie parce qu'il y a énormément de frais en France. En plus, vous serez taxé aux États-Unis, 37%, plus haute tranche d'impôt. Si cette plus haute tranche d'impôt passe à 43%, vous serez taxé à 43% et c'est compliqué à déclarer. Aucun intérêt. PEA, PE, PEG compte titre, si vous avez des fonds dans ces comptes-là, même chose, 37% aux US. Si vous avez des actions individuelles, je pense au PEA, là par contre c'est différent. C'est quand vous les revendrez ou quand vous recevez des dividendes, ça c'est taxé aux US. Les dividendes aux US, on le verra un peu plus tard, les dividendes étrangères ne sont pas taxés de la même manière que les dividendes de sociétés américaines. Attention à ça aussi. Plan d'épargne retraite individuelle. C'est probablement une des seules choses qui est intéressante. C'est pas taxé aux États-Unis parce que ça rentre en dessous du traité. Les autres comptes, c'est pas des comptes retraite. Même si on les utilise comme ça, les assurances vie, c'est pas considéré par le tax treaty comme des comptes retraite. Là, le plan d'épargne retraite, c'est complètement un compte retraite. Donc, c'est pas taxé aux États-Unis. Donc ça, c'est probablement la seule chose. Rêvez pas, vous ne pourrez pas ouvrir de compte de toute façon en tant que résident américain en France. Pas possible. Donc il reste quoi? Eh bien, il reste l'immobilier. Comme je le dis toujours, l'immobilier français, c'est une grande histoire d'amour. Toujours, il y a deux choses dans l'immobilier. Si vous voulez acheter de l'immobilier en France, déjà en général, ce n'est pas une bonne idée, mais ça, c'est une autre question. Toujours louer en LMNP. Loueur meublé non professionnel. Parce que vous avez déprécié le bien en France et de toute façon, vous dépréciez le bien aux US, qu'il soit meublé ou pas. Ce qui est important, c'est de ne pas payer d'impôts en France. Si vous payez hors taxes de propriété et impôts locaux, si vous payez des impôts en France sur votre appartement, vous payez des impôts pour rien. Vous ne devriez pas payer d'impôts sur vos appartements en France, parce qu'il y a une dépréciation du bien si vous louez en loueur meublé non professionnel. Si vous louez votre appartement nu, non meublé, donc du coup vous payez les impôts, vous pouvez le passer en meublé non professionnel. C'est un petit peu compliqué, mais c'est un contrat. C'est un contrat entre vous et le locataire. Vous pouvez très bien renégocier le contrat, même avant la fin du bail. Vous pouvez dire au locataire, je te donne 3 mois de loyer, et en échange, on passe en loueur meublé. Et quand tu pars, tu laisses tes meubles. Win-win. Il gagne de l'argent, il laisse tes meubles, etc. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant, mais c'est au cas par cas. Parce que pour financer un bien immobilier en France, en tant qu'Américain, c'est possible. On le fait très régulièrement de différentes manières. Mais si vous voulez faire un prêt en France, ça demande 20 à 30% d'apport. Et donc, du coup, ça plombe. Si c'est un bien en investissement, si c'est un pied-à-terre, c'est différent. Mais on parle d'investissement ici. Si c'est un bien pour investir, vous allez vous faire massacrer en termes de retour sur investissement. Après, il y a l'achat en nue propriété. J'en vois quelques fois. Alors, ne pas confondre ça avec la donation en nue propriété, c'est deux choses différentes. Mais l'achat en nue propriété, j'ai des clients qui le font. Vous avez un rabais quand vous achetez ce bien en neuf. Vous ne percevez pas de loyer pendant 15 à 20 ans. Et après, vous avez l'appartement. En général, pas une bonne idée. Parce que manque de flexibilité, parce que les gens qui vont vous vendre le bien, ils ne sont pas idiots. Ils savent que c'est pour un achat en nue propriété. Donc, il a des cotes, elle ne va pas être très intéressante. Et de toute façon, l'immobilier en France, un des points, ce que je dis à la fin, c'est attention à la transmission du patrimoine. Un point auquel mes clients ne pensent jamais. Jamais. Quand vous achetez un bien immobilier en France, vous êtes soumis sur ce bien immobilier à la loi sur les transmissions du patrimoine en France, qui dit 100 000 euros par adulte, par enfant. C'est ce que vous pouvez transmettre. Au-dessus de ça, c'est 5 à 45% de taxes. Aux États-Unis, c'est 15 millions de dollars par personne. 30 millions si vous êtes un couple. 15 millions, 100 000 euros. Donc, attention à la transmission du patrimoine. Alors, maintenant, on va passer au placement. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en général, quand vous êtes résident américain, un placement en France, pas du tout intéressant. Et je sais que c'est rassurant, j'en ai conscience émotionnellement.
vos parents vous ont peut-être dit, ah bah, t'as 30 ans, j'ai des clients, c'est comme ça. T'as 30 ans, mais t'as pas encore acheté un appartement, mais comment ça se fait tout ça, parce qu'en France, se construire un patrimoine, c'est acheter de l'immobilier. Ce qui peut avoir du sens quand on est résident français, ce qui a beaucoup moins de sens quand on est résident américain. Beaucoup moins de sens. Alors maintenant, les placements aux US. Ben, on va aller sur les différents placements. Première chose, les placements à court terme. Il y en a quatre qui vont être intéressants. Enfin, intéressants. Il y en a quatre qui vont être qui existent, on va dire. Et je vais changer ça parce que je vois que ça n'a pas été changé. Hop, c'est ma faute. En ce moment, les taux d'intérêt diminuent un petit peu. Donc, il y a le High Yield Savings Account. Vous tapez High Yield Savings Account dans Google, vous en avoir plein. 3%, 3,5%, c'est dans ces eaux-là. Ça peut être un peu plus élevé. Attention, il y a des taux promotionnels. Même chose, CD, certificat de déposit. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas mal de clients qui aiment bien. Ils veulent se bloquer leur argent 12 à 18 mois pour avoir le même taux qu'un high yield savings account où leur argent est liquide. Et parce qu'ils se disent, ah bah, c'est super intéressant. Non, pas du tout. Voilà. Attention, ces comptes-là sont taxables au niveau fédéral et étatique. Voilà. Et étatique. Donc, en termes fiscal, après taxe, pas du tout intéressant. Parce que si vous êtes fortement taxé, bah, tout ça, c'est taxable. À la place, on a deux autres choses qui sont intéressantes. On a deux ETF, deux fonds, un qui s'appelle SGOV, un qui s'appelle Box. SGOV, c'est 3,5% en ce moment. Smara, est-ce que tu peux jeter un œil et me dire le taux en ce moment parce que ça change Postgov. régulièrement. Ouais, pour SGOV. Et Box, c'est Ouais, je 4,6, regarde. j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Mhm. Donc pour SGOV, tu peux regarder. Donc ça, c'est taxable au niveau fédéral, mais pas au niveau étatique. Alors si vous êtes au Texas, en Floride, etc., on s'en fiche. Si vous êtes en Californie comme moi, ou à New York, on s'en fiche pas, parce que fortement taxé. Donc c'est plus intéressant qu'un high yield savings account, c'est liquide. Hein. Par contre, c'est dans un brokerage à compte, vous devez acheter et vendre le fonds. Mais par contre, au niveau de taxable, vous gagnez 10 à 15% de plus après taxe. Donc ça, c'est important. Puis après, il y a Box, où là, c'est taxé, les taux, donc c'est 4,6%, c'est taxable comme capital gain. Donc ça veut dire quoi? On le verra un peu plus tard, on en reparlera. Si vous gardez ce fonds moins d'un an et que vous revendez et que vous avez un gain, c'est taxé comme revenu. Si c'est plus d'un an, c'est taxé à 15% ou 20%. Donc intéressant. Et puis enfin, les short-term muni bonds, c'est 3,5% en moyenne, mais ce n'est pas taxable ni au niveau étatique ni au niveau fédéral. Ça, c'est short-term muni bonds. Donc, il y a toutes sortes de fonds où vous pouvez avoir ça. SGOV, c'est 3,8 sur les 12 mois. Et sur le 30, parce que c'est ça qui compte, le Ouais, 30 sur le day 30 day, yield, c'est 3,56. voilà, donc c'est ce chiffre-là qui compte en général. Ouais. 3,56. Donc voilà, j'étais pas loin à 3,5. Donc ça, c'est important. Alors, maintenant, comment on investit? Maintenant que j'ai dit tous ces trucs-là, comment on investit? Et je vais clarifier un certain nombre de choses. Et comme ça, j'espère que ce sera un peu plus clair pour vous. Voilà, j'ai fait un petit changement parce que je vois qu'il y avait une petite erreur. Alors, quand vous investissez, donc la première chose, la première allocation dans un portefeuille, c'est la partie equity, c'est la partie action. Vous pouvez investir dans des actions individuelles, parce que, comme je disais, je ne conseille pas. Vous pouvez investir dans un fonds, un ETF, par exemple, ou un mutual funds. Cette partie action, c'est comme si vous aviez un morceau d'une société. Plus-value à long terme, plus-value à court terme. Si vous achetez un fonds ou une action ou quoi que ce soit et que vous la revendez dans les 12 mois qui suivent, les gains que vous faites, c'est considéré comme revenu. Si vous attendez plus de 12 mois, c'est considéré comme une plus-value à long terme, taxé à 0, 15, 20%. Et suivant votre salaire, si vous êtes à plus de 150 000 $ par an, il y a 3,8% en plus de médicaments. Okay, mais beaucoup plus intéressant. En général, 15%. Donc, si vous gagnez moins de 600 000 $ à peu près,
en tout, avec les gains, etc., vous serez à 15%. Si vous gagnez plus de 600 000 dollars par an, vous serez à 20%. OK? Attention, attention, je vois beaucoup d'erreurs là-dessus. Dividende. En 30 secondes, j'optimise les placements de mes clients. Comment je fais? Je leur demande leur tax return. Je regarde dans le formulaire 1040. Je regarde la ligne non-qualified dividends. Si je vois qu'elle est de plusieurs dizaines de milliers de dollars, je leur dis là, il y a un problème. Parce que ça, c'est considéré comme revenu. Ordinary income. Qualified dividends, c'est considéré comme plus-value, 15%. Comment on voit la différence? Ça dépend des fonds que vous avez ou des actions que vous avez dans vos comptes. Si vous avez des actions en dehors des États-Unis, des entreprises ou des fonds qui investissent en dehors des États-Unis, toutes les dividendes sont non-qualified dividends. Et ça vous coûte cher. Quelquefois plus de 50%. Donc attention à ça. Enfin, plus de 30%, on va dire. Attention à ça. Donc souvent, on va limiter la partie internationale parce qu'en plus, de toute façon, ce n'est pas très intéressant. En dehors des États-Unis, les marchés financiers, pas génial. L'Europe, c'est pas la zone la plus dynamique du monde. Et ils aiment bien distribuer les dividendes en Europe. Le problème, c'est que ça fait quand on investit en Europe sur les marchés financiers, ça fait des fonds avec des dividendes importantes, et ça, c'est taxé comme revenu. Bof. Et en plus, en termes de croissance, bof. Donc, pas du tout intéressant, en général. Ensuite, il y a la partie obligation, et là aussi, il y a pas mal de confusion là-dessus. Une obligation, c'est quoi? C'est quand vous prêtez de l'argent à une entreprise. Okay, et en échange, vous recevez un intérêt. Ce n'est pas la même chose que des dividendes. Hein. Un intérêt, c'est taxé comme revenu, sauf dans certains cas, on va les voir. Hein. Donc, dividende et intérêt, ce n'est pas la même chose. Par exemple, vous avez des obligations d'entreprise. Hein. C'est taxé au niveau fédéral et étatique. C'est considéré comme un revenu. Après, on a vu les muni bonds. C'est quand vous prêtez de l'argent à un État ou à une ville des États-Unis. Pas imposé au niveau fédéral, ça peut être imposé dans l'État, sauf si c'est votre État de résidence. Si vous achetez des muni bonds californiens et que vous habitez en Californie, ça ne sera pas taxable. Okay? Treasury bonds, treasury notes, treasury bill, ça c'est imposé comme revenu au niveau fédéral, pas au niveau étatique. Donc ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est SGOP. C'est ce qu'on voyait avant. Attention, là, on parle de fonds. Je ne parle pas d'aller sur Treasury Direct. De toute façon, je ne vous conseille pas de faire ça, mais bon. Vous allez sur Treasury Direct, vous achetez des obligations directement. Si vous achetez des fonds, ça va monter et descendre avec les marchés. Et les plus-values que vous aurez là-dessus, ce sera des plus-values à court terme ou à long terme, donc 15% ou 23,8%, 20% plus 3,8%. Okay, quelque chose qui est très, très, très important dans nos métiers, c'est la gestion de risque. Okay, que vous investissiez par vous-même via un robot advisor, etc., ils vont vous dire, ou via un conseiller financier, ils vont vous dire, voilà, votre niveau de risque, il est 90% ou 9 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Ça veut dire, c'est un proxy pour dire, voilà, dans votre portefeuille, il y aura 90% en actions. Si vous êtes un profil de 90% de risque. 90% en actions, 10% en obligations. Très agressif. Hein. Donc, attention à votre niveau de risque. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que votre portefeuille, dans le pire des scénarios, 2008-2010, la partie action peut chuter de 50%, ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que votre portefeuille, en gros, il peut chuter de 40 à 45%. Alors, c'est important de garder ça en tête. Oh, j'ai plein de clients qui me disent ouais, pas de problème, t'inquiète pas, Guillaume, mon portefeuille peut chuter de 20%, 25%, 30%, ça ne m'empêchera pas de dormir. Et puis tout d'un coup, il chute de 20%, et c'est les premiers qui m'appellent pour me dire Guillaume, pourquoi mon portefeuille chute? J'ai peur, est-ce qu'on devrait tout revendre? Est-ce que ça va continuer à chuter, etc. Et c'est à ce moment-là que je leur dis vous voyez, quand on a répondu au questionnaire, c'est ce moment-là où vous aviez dit non, mais si les marchés baissent, moi, je rachèterai plus. C'est plus facile à dire quand on a la tête froide que quand ça arrive. Et donc, une grosse partie de notre job, nous, en tant que conseiller financier, c'est d'empêcher nos clients de faire des bêtises. De leur dire, par exemple, l'Iran, Venezuela, les tarifs avec Trump, etc. C'est de leur dire, non, on a une stratégie. La stratégie, elle fonctionne quand les marchés montent.
elle est aussi là, et particulièrement là, pour qu'elle fonctionne quand les marchés baissent. Okay. Donc, une grosse partie de ce qu'on fait, c'est psychologique. C'est non, non. Au contraire, et ce que je dis à mes clients souvent, c'est que vous investissez avec nous quand les marchés vont perdre 20%. Je vais vous envoyer un email et je vais vous dire, ah, c'est le moment de remettre de l'argent sur les marchés ou le moment d'être un peu plus agressif. Et ça va être émotionnellement le pire moment pour faire ça. Ça va être quand tout le monde panique. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut investir. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment on gère ce côté émotionnel chez nous? En fait, on va avoir, plutôt que le truc classique où on a une partie action, une partie obligation, on va avoir aussi une partie alternative. On va en parler. Qu'est-ce que c'est que cette partie alternative? C'est des choses qui ne vont pas bouger en même temps que les marchés. Or, argent, euh, euh, currencies, ce genre de choses. Donc ça, c'est de 20 à 50% de nos portefeuilles, suivant le niveau de risque. Donc c'est une partie très importante qui va diminuer, qui va faire tampon dans un portefeuille. Donc plutôt que votre portefeuille fasse des hauts et des bas comme ça va faire plutôt ça. C'est vraiment à ça que ça sert. Donc marché financier, investir dans des actions. Donc ça, c'est sur la partie equity. Sur la partie action, on peut investir dans des actions individuelles. On peut avoir du bol. J'ai investi dans Nvidia. On peut avoir pas de bol. J'ai investi dans SpaceX quand c'était à 200 $. Maintenant, c'est à 138 $. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu pas ma dernière newsletter, celle d'avant, où je disais achetez pas du SpaceX. Attendez. Attendez que ça baisse. Là, ça a baissé beaucoup plus que le premier jour. En général, je ne conseille pas sauf si vous avez un process, je ne conseille pas d'investir dans des actions. Parce que j'ai des clients, typiquement, j'ai un client qui me dit Guillaume, j'ai investi dans Nvidia en 2024, ça a pris 1500%. Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois continuer? Etc. La même chose, Intel, hein, ça a baissé de 50% dans le même moment. Est-ce qu'on doit en racheter plus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que je leur dis, c'est pourquoi vous l'avez acheté. Ah bah je le sentais bien. Et ben, est-ce que vous le sentez bien encore maintenant? Le sentir bien, c'est pas un process. Je connais bien Google, c'est une boîte solide. C'est pas un process. Pas un process. Parce que le problème, c'est que si que la boîte monte trop vite ou descende fortement, si vous n'avez pas de tête, vous ne savez pas s'il faut en racheter plus, s'il faut vendre, vous ne savez pas. Alors que si vous avez des critères et un process précis, vous ne posez pas la question. Ah, elle a pris 1000%, maintenant elle est trop chère, je revends. Ah, elle a baissé de 50%, tiens, je vais remettre un peu d'argent. C'est en solde. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est le process qu'on a derrière quand on investit. À la place, je conseille plutôt d'investir dans des fonds, que ce soit des ETF ou des fonds mutuels, peu importe, c'est des paniers d'actions, des paniers d'obligations. Vous investissez dans un fonds, c'est comme si vous investissez dans 1000 ou plus d'entreprises. Donc ça, c'est intéressant. Okay. Alors, maintenant, quel retour sur les marchés vous pouvez attendre? Qu'est-ce qui est correct? À quoi vous pouvez vous attendre? Donc là, j'ai pris de janvier 2016, à peu près 10 ans, à juin 2026. Okay. J'ai pris 4 ETF, AOA, AOR, AOM, AOK. Super basique. Le truc super basique. Hein, vous avez les equity, les obligations. 100 000 $ sur ces 10 dernières années, suivant le niveau de risque que vous avez pris, c'est entre 171 000 $ et 279 $, entre 5% et 10, et quelques pourcents. Donc ça, c'est ce que c'est l'intervalle que vous regardez. Et là, la baisse, hein, c'est du plus haut au plus bas du portefeuille. Donc vous voyez qu'en 2022, quand les taux d'intérêt ont monté, tout a chuté. Normalement, avant 2022, quand je faisais ça, c'était pas 17,5%, c'était 7%. Et ça, c'était 23%. C'était 25% ou même plus quelquefois, 50%. Mais ça, c'était beaucoup moins. Okay, donc, il s'est passé quelque chose en 2022 qui a fait que c'est la montée du taux d'intérêt qui a fait que tout a chuté. Okay. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc ça, c'est le truc de base. Okay. Si on fait un petit peu, si on est un peu plus pointu et que vous voulez toujours le faire vous-même, on peut faire mieux.
exactement la même chose, on a choisi 4 ETF. 2 en equity, 2 en obligations. Ça, c'est pas représentatif. Nous, on fait quelque chose encore, j'espère, mieux que ça. Hein. Mais ça, c'est juste un exemple. On a pris 4 ETF. Bien sûr, je ne vais pas vous dire les ETF, sinon ça serait pas logique, mais c'est juste pour illustrer que c'est possible de faire mieux. Hein. 279 000, 10%, 404 000, 14%. Ça fait une vraie différence. Et la différence, bien sûr, diminue avec le temps. À 171 000, vous voyez, conservateur, ça ne marche pas, pour l'instant. Mais là, vous avez par exemple quelque chose de croissance, 231 000, 8,33, 299 000, 11%. Donc, et vous inquiétez pas, vous aurez cette présentation, je vais l'envoyer, etc. Donc, on peut, on peut faire mieux qu'un benchmark global. C'est possible, ça existe. Hein. Mais encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Même si nous, on fait un webinaire sur les investissements, si vous allez, déjà, si vous demandez à n'importe quel conseiller financier, c'est ce que je vais dire là, aucun conseiller financier va vous dire je vais faire moins bien que les marchés. Aucun. Ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Venez avec moi, je vais faire moins bien que les marchés. Ils vont tous dire ah non, on va faire, etc. Ça reste à prouver. Et il y a autant d'études, contrairement à ce qu'on croit, il y a autant d'études qui disent non, mais ça ne marche pas, que d'autres qui disent si, si, ça marche d'avoir un conseiller financier, aussi pour la partie psychologique, hein, pour la tranquillité d'esprit. Quand on a interrogé nos clients sur nos clients qu'on a actuellement, on a 175 millions de dollars sous gestion. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est, peut-être un peu plus ou un peu moins, mais on a plus de 150 clients qui sont avec nous régulièrement, pas des gens qui sont en horaire, mais qui investissent avec nous. On leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont dit même si les performances sont très bonnes, etc., personne ne nous a parlé des performances. Ils ont tous parlé de la tranquillité d'esprit, le fait qu'on gère les choses, le fait qu'ils puissent nous appeler quand les choses sont difficiles, quand ils ont peur, etc. Hein. Donc ça, c'est un aspect très, très important. Il y a plein d'entreprises qui font uniquement des investissements et pas de planning financier. Allez les voir. Ça ne sert à rien de venir nous voir pour dire, encore une fois, même si on fait mieux que les marchés, etc., peu importe. Nous, on fait plus que simplement des investissements. Et c'est ça qu'on voit. Et donc, quand on a des conversations avec les clients, les investissements, c'est important, mais on ne va pas s'engager. Déjà, personne ne s'engage sur des performances parce que personne ne connaît le futur. Mais on ne va pas vous promettre des performances mieux que les marchés. On fait plus que ça. On regarde l'ensemble de votre patrimoine, l'ensemble de votre situation, pas simplement la partie investissement. Vous pouvez très bien investir dans des robots advisors. Wealthfront, Betterment, Schwab, Fidelity, Vanguard, ils ont tous des robots advisors. Vous pouvez investir dans des target funds. Aucun problème. Vous pouvez investir par vous-même ou vous pouvez investir dans des conseils financiers. Le problème, c'est que vous allez pouvoir appeler un robot advisor pour dire qu'est-ce qui se passe avec mon compte ou qu'est-ce que tu penses de la situation. Pourquoi on investit. Ou un robot advisor, ils vont investir dans tout le monde entier. Nous, on va prendre une décision, par exemple, d'investir uniquement aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Alors, vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. J'ai dit beaucoup de choses. Encore quelques slides. L'immobilier. Immobilier. Je vous invite, on a fait un webinar uniquement sur l'immobilier. 1 heure uniquement sur l'immobilier en France et aux États-Unis. Je vous invite à aller le voir, il est sur YouTube, sur notre chaîne dans YouTube. Je sais que certains d'entre vous sont intéressés par l'immobilier. Franchement, quand j'ai commencé le webinaire, je disais on a fait un webinaire pas mal, on a préparé un truc pas mal, on voit les avantages et les inconvénients. À la fin du webinaire, je me suis convaincu moi-même que l'immobilier, c'était pas intéressant. Dans quasiment tous les cas. Donc il y a l'immobilier en dur, hein, c'est concret, etc. La plupart de ce qu'on voit, c'est un retour pas très bon, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs. Hein. Donc attention à ça. C'est vraiment au cas par cas. Mais entre l'agent immobilier qui dit ah si vous allez avoir un retour de 8% et le calcul que nous on fait, on est conseiller financier pas agent immobilier, il y a une différence. Alors Smara a dit quelque chose d'intéressant dans le webinaire immobilier,
c'est que quand vous achetez de l'immobilier, les seules surprises que vous avez, c'est des mauvaises surprises. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est je dois refaire le toit, les locataires ils payent pas, il y a un problème avec ça. C'est que des mauvaises surprises. C'est jamais des bonnes surprises. Ça, c'était pas mal, c'est marrant. Donc l'immobilier en dur, pourquoi pas? Fiscalement parlant, c'est intéressant. Émotionnellement, à gérer, etc., en termes de retour sur investissement, pas super intéressant. Ensuite, il y a les REIT. Les REIT, c'est quoi? C'est au lieu d'acheter 100% d'un bien immobilier, vous achetez 1% de 100 biens immobiliers. Vous diversifiez. Que ce soit aux États-Unis, en France, ça s'appelle des SCPI. Aux États-Unis, moi, je parle des REIT privés, pas des REIT que vous pouvez avoir sur les marchés, qui vont bouger en même temps que les marchés. Les REIT privés, c'est intéressant parce qu'il y a toute la gestion, etc., c'est pris en compte. Donc, c'est moins un casse-tête. Mais par contre, en termes fiscal, moins intéressant parce que les loyers que vous recevez, c'est considéré comme revenu. Et puis, la valorisation des parts, quand vous revendez, c'est considéré comme du capital gain, comme de l'immobilier classique. Mais les revenus, c'est taxable. Taxable comme revenu. Et les revenus de l'immobilier, les loyers, c'est taxable comme revenu. Alors que dans l'immobilier en dur, parce que vous pouvez déprécier, etc., en général, il n'y a pas de taxation au moment où vous recevez l'argent. En revanche, quand vous revendez, il va y avoir une recapture. Donc, vous allez payer plus de capital gain. Okay, donc, attention à ça. Et enfin, les investissements alternatifs, c'est une allocation qui est extrêmement qui a explosé ces dernières années. On peut faire tellement plus de choses là-dessus. Donc, vous pouvez les faire directement, séparément. Donc, nous, on le fait dans nos portefeuilles directement, via des fonds particuliers, etc. Vous pouvez le faire séparément, on le fait aussi, séparément des portefeuilles. Et là, il y a un site qui en groupe pas mal, qui s'appelle yieldtalk.com. Et là, ça veut dire quoi? Alors, vous voyez qu'il y a investisseurs accrédités et non accrédités. C'est pour être accrédité, il faut avoir plus de mémoire 300 000 dollars quand vous êtes en couple en revenus ou 1 million de dollars de patrimoine liquide, sans compter votre résidence principale. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez accès à plus de choses pour perdre votre argent. Non, je plaisante. Vous avez accès à plus d'investissements qui vont être différents des marchés financiers. Donc là, vous pouvez investir dans le Terra, vous pouvez investir dans l'art avec Masterwork, vous pouvez investir dans du private credit avec Percent. Les investisseurs non accrédités, ça va être par exemple tout ce qui est digital assets, que ce soit des bitcoins ou autres. Dans du vin, dans des royalties. Vous pouvez investir dans le catalogue d'artistes maintenant. Une partie. Donc, quand je dis investir dans l'art ou dans du vin, vous achetez une partie d'un tableau ou une partie d'un catalogue d'un artiste et vous recevez des royalties. Donc, tout ça, c'est des choses un peu plus exotiques. C'est pas pour tout le monde. Pour moi, les marchés financiers, ça reste le plus liquide. Contrairement à ce qu'on croit, vous ne pouvez pas perdre tout votre argent sur les marchés financiers. C'est pas possible. Sauf dans deux cas. Un, si vous achetez une seule action, vous pouvez tout perdre. Deux, si vous achetez des produits complexes. Potentiellement, le produit complexe, il est lié à une banque, la banque se casse la figure, vous perdez tout. Nous, la façon dont on investit dans les marchés financiers, on investit dans des centaines d'actions, etc. Est-ce que vous pouvez perdre de l'argent? Absolument. Ça peut descendre. Mais vous ne pouvez pas tout perdre. Possible. Pas si on investit dans des choses complètement différentes. Donc ça, c'est important. Alors, maintenant, pour conclure, en règle générale, voilà ce qu'on va conseiller à nos clients. L'immobilier dans votre patrimoine global hors résidence principale, parce que votre résidence principale, pour moi, ce n'est pas un investissement, c'est l'endroit où vous vivez. Immobilier, ça peut être de 0 à 30%. En valeur nette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez quelque chose, un bien en investissement à 300 000 dollars et que vous mettez 100 000 dollars en apport, les 0 à 30%, c'est les 100 000 dollars, c'est pas les 300 000 dollars. Okay, donc l'immobilier, pourquoi pas avoir au cas par cas, on a des calculateurs, regardez notre webinaire sur l'immobilier. Marché financier, 50 à 100%. Pour avoir tous vos investissements. Alors, j'entends dire, ah oui, mais Guillaume, je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Non, mettre ses œufs dans le même panier, c'est mettre tout sur une seule action ou sur un fonds non diversifié. Ça, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, vous mettez votre argent dans plusieurs fermes qui ont plusieurs paniers avec plusieurs œufs. Si on regarde les marchés financiers, il y a toute une panoplie de choses. Okay, et les investissements alternatifs,
pas plus de 20%, 2 à 5% par type d'investissement. Peu liquide, beaucoup de scams, il faut faire très attention à ça. Très, très attention aux investissements alternatifs. Nous, on en propose, avec WeFinancial, on propose deux. C'est les deux seuls, euh, ce qu'on investit dans les portefeuilles qui sont liquides. Je parle en dehors des portefeuilles. On en propose deux, du private credit et des choses sur des infrastructures. On n'en propose que deux types parce que les autres, pas du tout intéressants. Il y avait des choses bizarres, c'était pas assez transparent. Donc nous, on fait très, très attention à ça. Voilà, merci à tous. Maintenant, je vais répondre aux questions. Enfin, Smara et moi, on va répondre aux questions. Il n'y a pas de raison que je le fasse tout seul. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour discuter de votre situation. Voilà le petit QR code. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions à info@wefinancial.com de manière raisonnable. Par exemple, ce matin, je crois que j'ai répondu à quelqu'un qui nous avait, c'était le 5e email où il nous posait des questions sur tel article de tel tax treaty, etc. Et j'ai dit non, non, mais euh, c'est pas possible. Euh, ou alors, qu'est-ce que je fais si tel truc, tel scénario et tel scénario, et c'était le 6e ou 7e email. Non, ça, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas gérer ces choses comme ça. Donc, dans la limite du raisonnable, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Et puis, prendre rendez-vous, c'est gratuit, de toute façon. Sauf si vous retournez en France, mais là, c'est un petit peu différent. Mais là, on parle des investissements. Euh, on répondra à certaines de vos questions. Et puis, on verra si on peut vous aider plus avant. OK. N'hésitez pas, oui, ce que j'oublie tout le temps de le dire dans mes webinaires, mais là, maintenant, je vais le dire. N'hésitez pas à partager ce webinaire à n'importe qui. Il n'y a pas de secret. Partagez ce webinaire à qui vous voulez, si ça peut être utile à d'autres personnes. On est là pour aider un maximum de gens. Alors, voyons ces questions. Qu'est-ce qu'on nous dit de bon? Je désire rebalancer mes investissements de 90-10, actions et obligations, à 70-30. Mes investissements sont principalement des mutual funds, surtout dans des 401k et des TOD, aussi des ARA. TOD, c'est Transfer on Death. Ce n'est pas un type de compte. Donc, j'imagine que par TOD, vous voulez dire brokerage à compte. Est-ce que je peux me concentrer sur rebalancer juste mon 401k le plus large, rebalancer à 50-50, ou est-ce que je devrais faire ça plus finement, compte par compte? Alors, déjà, pourquoi, avant même de se poser la question, pourquoi passer de 90-10 à 70-30? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus âgé? Ou est-ce que c'est juste du timing des marchés? J'ai peur, donc je passe de 90-10 à 70-30. Si c'est ça, les émotions sont très mauvais conseillers. Parce que 70-30, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les marchés baissent? Oui, mais ah oui, mais je remettrai quand les marchés ont baissé, je remettrai. Mais quand ça sera à moins 10%, moins 20%, moins 30%, moins 40%, si jamais ça ne descend pas à moins 30%, bah, vous allez jamais remettre 90-10. Donc pourquoi faire ça? Ça sent pas bon. À mon avis, ça sent pas bon, cette histoire de 90-10 à 70-30. C'est une grosse différence. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Je dis ça, je dis rien. Oui, compte par compte, absolument. Pas, tiens, je vais mettre 50-50. Et encore une fois, il y a une question d'horizon. Pourquoi pas faire 50-50 sur certains comptes et 90-10 sur d'autres? Mais dans ce cas-là, c'est pas le 401k où il faut mettre 50-50. Le 401k, c'est pour votre retraite, long terme. On peut être plus risqué. Le brokerage à compte, on peut être moins risqué. Donc moi, je dirais plutôt les brokerages à compte. Alors même si c'est taxable. Mais voilà, là, c'est une des choses où il y a plein de questions qui se posent. Mais, euh, mais voilà. Quid du HSC dans le plan global? Tu veux répondre ou je réponds, Smara? Ah, je peux répondre, tu pourras complémenter. Vas-y. HSC, c'est super si vous y avez accès. Donc, ça veut dire que vous avez une health insurance avec un haut déductible de votre plan. C'est super parce que c'est de l'argent que vous mettez avant impôt. Vous pouvez l'investir à l'intérieur et il augmente sans impôt. Et après, à la sortie, si c'est pour des dépenses médicales, vous pouvez le ressortir sans impôt aussi. Donc ça, c'est top, mais il y a plusieurs mais quand même. Euh,
En tout cas, comme véhicule d'investissement, je dirais, il y a des mais. Si c'est juste pour vos dépenses médicales, absolument, c'est génial. Si c'est vraiment dans le cadre d'une stratégie financière globale et que vous voulez, je dirais que c'est pour ceux qui veulent suroptimiser, vous pouvez aller là-dessus, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps si vous voulez le faire bien, investir. Et puis après, il faut faire attention effectivement à quand vous retirez, que ce soit pour des dépenses médicales. Si c'est pas pour des dépenses médicales avant 65 ans, vous avez 20% de pénalité. Et voilà, et c'est plafonné par année. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas des grosses sommes, déjà. Il y a pas mal de problèmes avant 65 ans. C'est pas considéré comme un compte retraite. Donc, si vous retournez en France, c'est pas sous le traité franco-américain. Donc, attention, ça dépend si vous êtes de nationalité américaine, pas de nationalité américaine. C'est plus. Donc, HSC, pas. Et puis en plus, il suffit que vous ayez un problème médical et que vous deviez payer des dizaines de milliers de dollars pour que vous ayez plus de HSC. Donc, bref, pas un outil de retraite. On l'utilise quelquefois, un outil de retraite, mais c'est assez rare. Savez-vous quelle banque française prête aux US personnes, US France, dans le cadre d'un achat immobilier en France? Pourquoi vous voulez acheter un achat immobilier en France? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a deux manières d'acheter de l'immobilier en France. Première, celle qu'on conseille, si vous avez un compte taxable aux États-Unis, vous pouvez emprunter contre votre compte taxable. En ce moment, on fait ça pour des clients. Ça s'appelle un box spread. En ce moment, c'est 4,5% et on peut emprunter jusqu'à 60-70% de votre compte taxable, pas des comptes retraite. Donc, vous gardez votre argent. Vous avez 1 million de dollars, par exemple, dans un compte taxable. Vous prenez 600 000 dollars, on vous donne un chèque. On ne fait pas un chèque, on vous fait un virement de 600 000 dollars. Les 1 million de dollars, ils continuent à travailler. Le cash, vous en faites ce que vous voulez. Vous achetez une grosse voiture à 600 000 dollars si vous voulez. Vous achetez un bien immobilier en France. Ça, c'est les 4,5 dollars, ils sont déductibles des impôts. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous passez par un broker, cartefinancement.com, par exemple. Il y en a d'autres, mais c'est en général le plus courant. Ils vont passer par des banques privées. Ils vont vous aider à trouver un prêt. Ce prêt, il n'est pas déductible des impôts déjà. Il va falloir ramener 20 à 30% d'apport. Mm. Euh, et, euh, et ça va prendre du temps. Donc attention à emprunter en France. C'est un peu un parcours du combattant, mais c'est possible. Cartefinancement.com. Parlez-nous avant de faire ça. Airbnb égale LMNP? Oui. Hop. Le système bancaire en France est un cauchemar, donc rien que pour cela, les placements en France sont rédhibitoires. On est d'accord. On est La d'accord. plupart de mes investissements 401k aux US sont avec Fidelity. Pouvez-vous encore faire quelque chose pour moi? Pour travailler avec vous, faudra-t-il faire des transferts? Je vais répondre à ça et puis tu répondras peut-être à la prochaine question. Ouais. Donc, oui et non. Le 401k, de toute façon, on ne peut rien faire. Il est chez Fidelity. On peut toujours travailler ensemble sur le parti planning financier, mais si vous voulez que nous gérions vos investissements sur votre 401k, il va falloir faire des transferts de Fidelity à Schwab. Les transferts, alors souvent, il y a des confusions aussi là-dessus, et on ne revend pas, c'est un transfert. Il n'y a rien à revendre, c'est pas comme si on vendait, on achetait. Non, on va transférer directement d'un compte taxable à un compte taxable. Le 401k, bien entendu, on peut pas le transférer, mais on peut faire d'autres choses. Il y a des rollovers aérés, des choses comme ça. Ça, on peut en discuter. Ça peut valoir le coup d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, mais, hors 401k, absolument, on fait des transferts sur Schwab. Ça fonctionne de la même manière que Fidelity. Ça n'a jamais été un problème avec qui que ce soit. À toi, Smara. Alors, pouvez-vous parler davantage du SGOV et Box? Quelle est leur place dans le plan financier global après maximiser 401k? Quel APRT, apport du cash? SGOV et Box, c'est vraiment pour la partie cash. Donc, c'est ce que vous Je aviez pense que vu à... c'est APR. Quel taux d'intérêt sur le cash, Ah, peut-être. Je ne peut-être. sais pas. Donc, c'était la partie gauche sur le slide que Guillaume a montré au début. C'était vraiment la partie fonds d'urgence.
Donc les 1 à 2 mois de dépenses dans le checking account, là, ça reste là. Et puis après, c'est pour le reste, donc les 4-5 mois de dépenses que vous gardez, plutôt que de le mettre, d'autant plus si vous êtes dans des tranches de revenus qui sont hautes. Vous êtes par exemple en Californie et puis vous gagnez bien votre vie. Au lieu de donner 50% des intérêts que vous allez toucher sur un savings account pour les qui partent sur les impôts, SGOV et Box, l'avantage principal, c'est que ça va être plus efficient fiscalement. Parce que le SGOV, ça va être taxé qu'au niveau fédéral et le Box, ça va être taxé comme capital gain. Donc voilà, c'est avant maximiser le 401k dans le sens où il faut un fonds d'urgence d'abord et après vous maximisez votre 401k et après il y a les autres. Exactement. Dans la liste, c'est tout au début. Comment un individu peut-il acheter de l'or et de l'argent? Est-ce encore intéressant aujourd'hui? Il y a deux manières d'acheter de l'or et de l'argent. Vous pouvez l'acheter directement, avoir l'or, hein, en ligne, on vous envoie l'or, etc. À Costco, vous pouvez acheter des trucs d'or. En général, pas une bonne idée parce que il faut le garder quelque part. À la revente, il y a des frais, etc. Il y a des ETF, et on les a, hein, SLV, je crois qu'il y a un ETF qui s'appelle SLV pour l'argent, et pour l'or, il y en a deux, il y a GLD et IAU. Je conseille IAU un peu moins cher, et voilà, vous achetez de l'or aujourd'hui. Est-ce encore intéressant aujourd'hui? Ah, merci de me donner l'occasion de faire ça. Laissez-moi regarder si c'est encore intéressant, je vais vous donner le futur, etc. Aucune idée si c'est encore intéressant aujourd'hui ou pas. Est-ce que ça doit faire partie d'un portefeuille? Potentiellement, oui. Est-ce que ça doit être 50% du portefeuille? Absolument pas. 5% peut-être, 10% peut-être, j'en sais rien. Mais le truc avec l'or, ou l'argent, ou les matières premières en général, c'est que ça ne bouge pas de la même manière que les marchés. C'est ça qui est intéressant. C'est pas est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça doit faire partie d'un portefeuille? Non. Est-ce que ça peut faire partie d'un portefeuille? Oui. Bonjour, je suis de la DC, ce n'est pas un État, quel statut pour la taxation? Même si ce n'est pas un État, pour Washington, pour le District of Columbia, il y a aussi une taxation. Vous êtes taxé à DC au niveau, alors pas, au niveau étatique. Quand je dis au niveau étatique, c'est au niveau du district aussi. Voilà. Donc ça change rien. Est-ce que les maisons de retraite médicalisées sont considérées comme des dépenses médicales pour le compte HSC dont vous parlez? Absolument aucune. J'imagine que oui, absolument aucune idée. Ouais, j'étais en train de regarder. Il semble qu'il y ait, dans certains cas, oui, il y a Ça dépend. des choses qui peuvent être Ouais. qui peuvent être acceptées sous un HSC si c'est pour des raisons médicales, que vous êtes dans un établissement, etc. Ouais. C'est pas notre, HSC, c'est pas notre spécialité. Enfin, ce truc particulier, ce point particulier là. Pouvez-vous parler de la disability insurance pour des professionnels de santé en solo-entrepreneur cabinet libéral? Est-ce que protéger les revenus vaut le coût de l'assurance? Je suis célibataire et sans enfant. Là, c'est complètement hors sujet. Complètement hors sujet. On ne parle pas du tout d'investissement, on parle d'assurance, etc. Je vais quand même répondre à la question, mais ça sera plutôt dans un webinaire Ask Us Anything. On répondra à ce type de questions, mais bon, comme on a du temps et tout ça, je vais répondre à cette question. Je pense que c'est absolument, absolument indispensable quand on est solo entrepreneur. Ouais, je suis d'accord. Alors, ça, c'est en général. Moi, j'ai une disability insurance aussi quand on est chef d'entreprise. Très, très important. Enfin, s'il m'arrive quelque chose et je suis disabled et que je ne peux plus faire mon job de CEO, alors, on ne sera pas trop mal barré parce qu'on a ce marat, mais ça aura quand même une conséquence importante. Donc, très, très important de faire ça. Après, vous êtes célibataire sans enfant. Hein. Disability insurance, c'est pas forcément pour protéger enfin, c'est pour quand vous avez une famille. Alors, c'est ça, important et urgent. Quand vous avez une famille, absolument indispensable. Hein. Sinon, comment vous allez faire si vous avez plus d'argent? Mais une disability insurance, c'est aussi pour vous. Qu'est-ce qui se passe
si vous gagnez plus votre argent, mais vous devez, enfin, vous pouvez plus travailler, mais vous devez quand même payer vos factures, etc. Où est-ce que vous allez trouver l'argent si vous n'avez pas de disability? Alors après, ça ne coûte pas super cher. Dans des métiers comme le nôtre, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Cabinet libéral individuel. Je ne sais pas quel est votre boulot, mais j'imagine que Professionnel de c'est dans santé. votre professionnel de santé. Voilà. Ah ouais, non, c'est trop vague pour que je sache ce Mm. que c'est. Est-ce que c'est professionnel de santé, kinésithérapeute, euh, et vous devez manipuler des gens, etc. Ou est-ce que c'est professionnel de santé, vous devez être en Zoom, enfin, voilà. Dans les deux cas, c'est un petit peu différent. Si vous devez utiliser votre corps, euh, là, ça va vous coûter plus cher. Moi, je peux euh, devenir handicapé demain, hein, à partir d'ici, je peux toujours faire des webinaires, je peux toujours aider mes clients. Je n'ai pas besoin vraiment de mes mains ou de mes jambes. Hein, c'est très intellectuel ce que je fais. Donc, pour que je sois disable, pour l'assurance, il faudrait vraiment que j'ai un problème mental. Donc, même si j'ai un bras cassé ou j'ai un accident ou tout ça, je peux toujours faire mon travail. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment du boulot, mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder combien ça coûte. Vous pouvez être surpris du prix. Voilà, on a terminé avec Bon. les questions. Merci à tous. Moins de questions que d'habitude. Ouais, beaucoup moins de questions que d'habitude, c'est bien. Enfin, ou pas, je ne sais pas si c'est bien. C'est l'été. Euh, Les gens ont mais chaud. ouais, c'est l'été, les gens en ont marre. Voilà. Merci à tous, passez un bon été et puis on se revoit pour un prochain webinaire. Je crois que le prochain est en août. Bah oui, ça Ouais, serait logique. je crois. Prochain Ouais. est en août et je pense que c'est d'ailleurs sur les solo-entrepreneurs, si ma mémoire est bonne. Mais je suis pas sûr. Il faudra voir sur notre site internet WeFinancial, apprendre webinaire. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir.